Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le webinaire des assistants médicaux co-organisé avec l'Inter-CPTS et la CEPAM. Aujourd'hui, Olivier Guillard de la CEPAM va nous faire une présentation des assistants médicaux avec le contexte, pourquoi choisir un assistant médical, comment et pour quelles raisons, quelle formation. Le dispositif vous sera détaillé, le principe des objectifs et les chiffres également. Comment aussi l'accompagnement de la CEPAM est prévu, la contrepartie qui est demandée aux professionnels de santé. Et ensuite, nous aurons, donc je tiens à remercier le groupement employeur santé service, représenté aujourd'hui par Karine Retière, accompagnée de Maureen Neuvial, qui pourront aussi intervenir pour vous présenter donc le groupement employeur, les outils mis à votre disposition. Et enfin, pour finir, le docteur Fabien Besançon, président de la CPTS Cœur et Sonne, fera un retour d'expérience, lui qui a un assistant médical dans son cabinet. Voilà, merci à toutes et à tous. Donc, je donne la main à Olivier Guillard qui va commencer cette présentation. Vous pouvez à tout moment dans le chat nous indiquer si vous avez des questions. Un temps d'échange est prévu à la fin du webinaire et si besoin d'intervenir en cours de route, nous prendrons connaissance de vos messages. Bon webinaire, pardon, à toutes et à tous. Olivier, votre micro est coupé. Bonjour à tous. Olivier Guillard, délégué de l'assurance maladie au sein du département de l'Essonne. Donc, je vais vous assurer la présentation du dispositif assistant médical avec les dispositions de la convention médicale 2024. Donc, dans un premier temps, les éléments contextuels avec la nécessité d'améliorer l'accès aux soins médicaux comme une grande priorité actuellement et face donc à la pénurie de médecins, cette nécessité de retrouver du temps médical en recentrant l'activité du médecin au cœur de son métier, le soin, euh, et également permettre aux médecins de prendre en charge plus de patients ou de maintenir la taille de la patientèle si celle-ci est déjà très importante sans augmenter son temps de travail. Donc le dispositif d'aide à l'emploi d'un assistant médical est une des solutions. Ça a montré son efficacité pour atteindre ces objectifs. Donc en 2023 avec le règlement arbitral, puis en 2024 avec la convention médicale, le dispositif a été simplifié et les conditions relatives à l'accès et au fonctionnement de ce dispositif ont été assouplies. Les aides également ont été revalorisées. Alors pourquoi choisir un assistant médical? Donc pour le médecin, c'est dans l'objectif de redonner du temps médical et également d'améliorer ses conditions d'exercice. Et pour les patients, c'est renforcer l'accès aux soins et améliorer la qualité de prise en charge et la coordination. Alors comment et pour quelle mission? Donc trois types de tâches peuvent incomber à l'assistant médical. Tout d'abord, des missions administratives du type compte-rendu, correspondance, recueil et enregistrement des informations médico-administratives, facturation. Deuxième type de tâche, la préparation et le déroulement de la consultation. Contribution au dépistage et aux vaccinations, prise de constante, préparation et aide à la réalisation d'actes techniques. Voilà le type de choses qui peuvent être prévues pour l'aspect plus médical. Et enfin, troisième type de tâche, l'organisation et la coordination avec d'autres. Donc là, il s'agit de l'organisation de la prise en charge avec les autres acteurs de santé intervenant dans le suivi du patient, préadmission, sortie d'établissement de santé, prise de rendez-vous auprès des médecins spécialistes et des autres professionnels. Voilà les trois types de tâches euh, de l'assistant médical. Alors, à savoir que l'assistant médical n'est pas un professionnel de santé, et ses compétences attestées n'autorisent que la réalisation d'examens avec des appareils totalement automatiques, y compris pour les profils soignants, qui peuvent être des infirmières, des aides-soignantes ou des puéricultrices, des aides-puéricultrices. Alors, la formation nécessaire, donc, c'est une fonction qui n'est pas réservée à une catégorie particulière de personnel. Il y a une double voie d'accès à la fonction d'assistant médical avec un profil soignant ou non soignant. Donc, ce qu'on va appeler soignant, ça va être une infirmière, une aide-soignante ou une aide puricultrice. Et non soignant, bien souvent, une secrétaire qui devient assistante médicale. Donc, nécessité pour l'assistant médical de suivre une formation spécifique dont le contenu est défini au niveau de la branche professionnelle.
avec intégration possible de VAE hein, dans les 2 ans qui suivent l'embauche. Au cours des premières années du dispositif, pas d'obligation d'être préalablement formé pour être embauché, mais un engagement à suivre la formation dans un délai de 2 ans avec obtention d'un certificat de qualification professionnelle dans les 3 ans maximum de l'embauche. Donc ça, on demande aux médecins voilà, d'inscrire l'assistant médical suite à l'embauche assez rapidement. Maintenant, il y a beaucoup d'organismes de formation disponibles pour ces inscriptions. Alors, de façon plus détaillée, vous retrouvez ici les conditions à réunir du dispositif hein, pour intégrer ce dispositif. Donc, c'est pour tous les médecins conventionnés secteur 1 ou les secteurs 2 ayant signé l'OPTAM ou l'OPTAMCO. Il faut avoir une patientèle minimale, que ce soit la patientèle médecin traitant enfant et adulte ou la file active. Donc là, on va être sur une notion de P30. Donc, il faut simplement dépasser un certain seuil pour pouvoir être éligible. Pas de conditions d'exercice coordonné ou d'exercice regroupé. Ça n'a pas été prévu dans la convention médicale qui a été signée en juin. Ouverture à la quasi-totalité des spécialités dorénavant. Et depuis la convention de juin, maintien de la patientèle pour les médecins de 65 ans et plus. Il n'y a pas d'objectif de progression de patientèle pour les médecins de plus de 65 ans qui embaucheraient une assistante médicale. Alors, 2 types d'options s'offrent aux médecins, soit d'embaucher l'assistante médicale à mi-temps, soit de l'embaucher à plein temps. S'il s'agit de l'embauche d'une secrétaire médicale, le remplacement à minima par une option de télésecrétariat. Donc depuis peu, par exemple, des dispositifs type Doctolib sont acceptés avec la convention médicale qui a été signée. Partage possible entre plusieurs médecins, évidemment, hein. Donc si un médecin du même cabinet veut partager l'assistante médicale, voilà, les 2 médecins peuvent prendre un mi-temps chacun sur cette même fonction. Et vous avez donc pour chaque médecin une aide pérenne annuelle hein, qui est versée. Donc un contrat est signé avec chaque médecin et l'aide lui est versée directement. Donc à savoir que suite à l'embauche d'une assistante médicale, le versement est fait dans le mois qui suit pour l'intégralité de la première année. Et après, c'est à date anniversaire. Enfin, les différentes options avec les montants, les versements qui sont prévus. Donc, en première année, pour un ETP, hein, un équivalent temps plein, le montant qui va être versé tout de suite, ce sera donc 38 000 euros. Et à date anniversaire, un an après, ce sera 28 000 euros, sachant que les 2 premières années, vous n'avez pas d'objectif à tenir. Les objectifs sont à tenir à compter de la 3e année, avec, à partir de la 3e année, un montant qui est de 22 000 euros pour une assistante médicale, un ETP. Donc, à savoir qu'il existe des majorations pour les médecins qui sont considérés en P90, P95, il y a une majoration à partir de la 3e année à 26 000 euros au lieu de 22 000. Et pour les médecins qui sont au-delà du P95, donc qui ont une très forte patientèle, eh bien, le montant de la première année à 38 000 euros est maintenu chaque année. Voilà pour l'explication plus détaillée. Concernant les objectifs, cette fois-ci, donc le principe, le voici, vous avez un objectif d'augmentation de la patientèle vu par le médecin ou de maintien, quelle que soit l'option. Pour les médecins généralistes, vous avez 2 objectifs, augmentation du nombre de patients médecins traitants et de la file active de patients. Donc c'est le nombre de patients différents reçus dans l'année. Et pour les médecins spécialistes, augmentation de la file active de patients uniquement. Donc c'est un objectif d'augmentation différent selon le niveau de patientèle de départ et l'option choisie. Toujours concernant les objectifs, la contrepartie de l'aide, donc, c'est de prendre en charge plus ou autant de patients. Et voyez les chiffres que vous avez ici. L'objectif d'augmentation dépend de votre patientèle initiale et de l'option choisie. Plus vous avez une patientèle importante, et moins vous aurez une augmentation importante attendue. Et vous avez même à partir de P95, vous pouvez le voir, un objectif de maintien uniquement de la file active. Et pour un ETP uniquement, vous avez une légère augmentation de la patientèle médecin traitant qui est prévue. Voilà. Les objectifs et l'accompagnement de l'assurance maladie, donc le suivi des contreparties d'augmentation de patientèle avec 3 cas de figure possibles. Lorsqu'un seul des objectifs est atteint sans diminution de l'autre, eh bien le versement de l'aide est intégralement fait. Lorsqu'un seul des objectifs est atteint avec diminution de l'autre objectif,
Dans ces cas-là, pas de prime d'aide à l'emploi à partir de la troisième année. Et lorsque les deux objectifs augmentent sans atteindre l'objectif, une proratisation sur l'objectif qui a le plus augmenté est faite. Voilà, trois cas de figure possibles. Donc là, on prend le cas des médecins généralistes, hein, PMT ou FA, là avec les deux objectifs pour les médecins généralistes. Euh, pour terminer, donc simplement une présentation des groupements d'employeurs. Donc ça, ce sera après développé par le groupement d'employeurs qui vous a été présenté au départ. Donc simplement pour vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Si vous ne souhaitez pas recruter directement l'assistant médical, parce que j'ai beaucoup de médecins qui ne le désirent pas toujours, hein, être employeur, donc vous avez la possibilité de recourir à un groupement d'employeurs qui se chargera justement de cet aspect employeur. Cette formule est plus souple et vous dispense d'un certain nombre de démarches administratives et des contraintes de gestion de contrats de travail. Donc vous pouvez retrouver la liste des groupements d'employeurs qui travaillent sur l'Île-de-France, qui se sont fait connaître auprès de l'assurance maladie sur le site amélie.fr, le recrutement en pratique. Voilà. Donc, dernière chose, les outils mis à votre disposition. Donc là, je vais dérouler après une vidéo simplement de 3 minutes hein, de la Caisse nationale euh, que j'ai pu présenter à beaucoup de médecins lors de mes visites. Et sinon, sachez que vous avez également la possibilité d'avoir la présentation d'un profil personnalisé par votre délégué de l'assurance maladie avec vos objectifs propres. Donc ça, c'est un document qui vous a peut-être déjà été présenté et que nous représentons régulièrement aux médecins puisqu'il est remis à jour tous les 6 mois avec de nouveaux objectifs. Euh, voilà, c'est un document qui est à remettre à jour et les contrats d'aide sont signés avec les chiffres les plus récents. Voilà, j'en ai terminé pour ce diaporama. Je vais simplement vous passer dans ce cas-là la, la vidéo de la Caisse nationale. Ok. Ouais. Non, c'est attends, je sais pas ça. Non, non, non. Dispositif assistant médical. Tout savoir en 3 minutes. Est-ce que vous l'entendez? Aide à l'emploi, bénéfices. De quoi parle-t-on? Oui, c'est bon, Olivier. Travailler avec un assistant médical permet d'améliorer l'accès aux soins des patients. Il permet au médecin de regagner du temps médical et de se recentrer sur son cœur de métier, le soin. Le médecin définit librement les missions confiées à son assistant médical dans le cadre du référentiel de compétences en fonction de ses besoins, de sa pratique et de son organisation. L'assistant médical peut prendre en charge 3 types de missions médico-administratives. Des missions de nature administrative, des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation, et des missions d'organisation et de coordination, notamment avec les autres acteurs de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Le médecin qui emploie un assistant médical peut bénéficier d'une aide financière annuelle versée par l'assurance maladie. 2 options de financement peuvent être choisies Ça par le s'est mis en médecin: pause, Olivier. mi-temps ou temps complet d'assistant médical. L'aide financière est pérenne. L'aide à l'emploi d'un assistant médical est une des solutions pour répondre au problème de l'accès aux soins. En contrepartie de l'aide financière, le médecin a un objectif de maintien ou d'augmentation de sa patientèle. Pour chaque spécialité, cet objectif, en nombre de patients supplémentaires ou maintenus à prendre en charge, est calculé en fonction de l'option choisie et du nombre de patients dans sa patientèle de départ à la signature du contrat. À qui s'adresse l'aide financière? Pour bénéficier de l'aide, le médecin doit exercer en secteur 1 ou 2 adhérent à l'Optam-Optamco. La quasi-totalité des spécialités peut bénéficier de l'aide.
Médecin généraliste, pédiatre, cardiologue, dermatologue, etc. Quels sont les bénéfices pour le médecin? L'emploi d'un assistant médical apporte trois bénéfices. Retrouver du temps médical en libérant le médecin des tâches administratives, améliorer les conditions d'exercice et la charge mentale du médecin, renforcer la qualité et la coordination des soins au bénéfice du patient. Comment l'assurance maladie vous accompagne? L'assurance maladie propose au médecin un suivi régulier et personnalisé tout au long de la vie du contrat. En bref, le médecin retrouve du temps médical au bénéfice de ses patients. Le médecin décide des missions confiées à son assistant médical. Le dispositif est conçu pour s'adapter à l'exercice du médecin. Une aide financière pérenne et annuelle est versée en contrepartie d'objectifs atteignables. Déjà, plus de 4200 médecins bénéficient de l'aide à l'emploi d'un assistant médical. Et vous, docteur? Voilà, donc je laisse la main au docteur Besançon. Merci Olivier pour la présentation et puis la petite vidéo à la fin qui refaisait la synthèse de ce qu'on avait dit. Alors, on a effectivement plusieurs questions qui sont arrivées. J'ai essayé de les regrouper par thématique. Il y en a deux qui touchent à la formation. Une première, qui est-ce qui finance la formation de l'assistant médical? Alors, c'est l'OPCO. Alors, il y a les médecins cotisent auprès de l'OPCO et ça assure normalement effectivement la gratuité de l'accès à la formation pour l'assistant médical. Alors, effectivement, moi, c'est ce qui s'était passé pour mon assistant médical, c'est l'OPCO EP auquel on cotise quand on a des salariés qui y avaient financé et alors qui finance la formation, mais qui compense la perte de salaire puisque pendant qu'ils sont en formation, ils ne sont pas dans les cabinets. Donc, en ce qui me concerne, j'avais eu une somme qui venait compenser le salaire versé sur les jours de formation et qui paye également les frais de déplacement, de restauration ou d'hébergement s'il y en a. Après, il y avait une autre question qui concernait, alors peut-être, je ne sais pas si vous pourriez y répondre, Olivier, mais quels sont les OPCO justement qui existent actuellement? Ah, ça, je pourrais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, non, effectivement. Je pourrais Et pas vous en sans- dire beaucoup plus. il y a une carte, excuse-moi, bonjour, il y a une carte sur tous les centres de formation. Nous, là, on pourrait vous la montrer, mais il existe une carte, je ne sais plus si c'est le site, sur le site de l'OPCO ou sur le site de la Convention des cabinets médicaux, qui reprend tous les centres de formation qui sont ouverts pour votre région, C'est sur le site de l'OPCO. sur le site de l'OPCO. Ouais, ouais. Voilà, il y a une carte, vous pouvez la Il y a une carte télécharger, tous nationale, les centres sont effectivement. libres. Sachant que c'est pas sectorisé, je le précise parce que moi, dans mon cas, je suis Sud-Île-de-France. Et pour mon assistante médicale, c'était plus simple de descendre à Orléans et de changer de région que de monter à Paris. Donc, elle avait fait la formation dans le 45, ce qui était à 45 minutes du cabinet. Oui, c'est Alors, c'est vrai souvent que lié, c'est soit le lieu de travail ou soit le lieu d'habitation du stagiaire, et en fonction de ça, le lieu de formation est désigné, nous effectivement. fournissons les organismes de l'Île-de-France, hein. Effectivement, on a un mémo effectivement que nous fournissons avec tous les organismes d'Île-de-France qui sont plutôt sur Paris intramuros. Le plus proche de l'Essonne, c'est Montrouge, je crois. Et sinon, le Loiret, effectivement, éventuellement. Ce n'est pas limité. Dominique, j'ai vu que tu avais levé la main. J'égrène mes questions, à moins que c'est un rapport Ouais, avec la ouais. formation. C'est un rapport avec l'OPCO, justement, parce Ah que bah vas-y alors. nous, on Vas-y. cotise les médecins à titre personnel, mais nos employés sont souvent employés par des SCM. Donc, c'est le cas chez nous, par exemple, hein. Donc, du coup, est-ce que ça marche quand même? Voilà. Bah, nous, on s'en remet aux organismes de formation, hein, au niveau de l'assurance maladie. C'est vraiment à voir avec eux directement. Ils ont un agrément assurance maladie. Après, eux vérifient déjà le diplôme, puisque la personne assistante médicale doit présenter un niveau baccalauréat ou alors une validation de ses acquis d'expérience. Mais voilà, après, c'est à vérifier avec l'organisme directement, hein. Alors, moi, je sais que j'avais été très bien accompagné par l'organisme de formation. Ils avaient fait une grosse partie des démarches hein, auprès de l'OPCO, justement. Ils m'avaient aidé à remplir toutes les paperasses, à faire les dossiers. Je crois même qu'ils les avaient fait eux-mêmes, qu'ils étaient en lien directement pour une partie des documents. Ça commence à dater, mais ils avaient géré pas mal de choses. Je sais pas, est-ce que le Santé Service, vous avez la réponse sur cette histoire de groupement de financement quand on est en SCM, on cotise à titre individuel, mais c'est la SCM qui emploie?
Vous avez la Ouais, réponse? mais Il n'y a pas de blocage, hein. et pour moi, nous, on n'a jamais eu un blocage. Et en plus, même si c'est la SCM qui contractualise avec l'assurance maladie, l'objectif est bien sûr un médecin. Donc, je vois, il y a pas de frein. Et je vais même plus loin. Si un médecin passe par un groupement d'employeurs, parce que la question peut se poser, le groupement d'employeurs devient employeur. Donc, c'est notre OPCO Qui contribue. qui contribue à la formation. C'est pas Alors l'OPCO justement, de la ça faisait, SCM ou ça faisait du médecin. ça faisait pas partie des questions, mais j'allais la poser indirectement parce que, alors je vais embrayer là-dessus justement. Il y avait une question sur qui Ouais. touche l'aide en cas de passage par un groupement d'employeurs. Donc, bah, je pense que c'est vous qui peut toucher l'aide, le groupement Non, d'employeurs. Parce que non. Ah bon? Alors, il a été acté justement, ça avait été une expérimentation en Pays de la Loire, où un groupement d'employeurs était l'employeur principal de l'assistant médical, mais le médecin touchait la subvention liée à cette embauche. Et maintenant, c'est acté dans la convention, c'est écrit. C'est le médecin qui contractualise puisqu'il a des objectifs à atteindre, mais il n'empêche qu'il peut faire appel à un groupement d'employeurs pour porter le contrat de travail. Mais c'est bien le médecin qui touche la subvention, le D'accord. ou les médecins, hein, Mais qui par sont. contre, pour la partie formation, là, c'est l'OPCO qui gère. C'est l'OPCO, c'est le groupement d'employeurs Oui, qui gère et qui va oui, toucher l'aide pour la oui, formation, pour le coup. D'accord. voilà, exactement. OK. C'est- Et du coup, L'assurance justement, maladie pour la verse toujours dévolution. ça aux médecins. Nous versons toujours aux médecins et jamais à un organisme autre, effectivement. D'accord. Et du coup, sur la partie justement compensation, indemnisation pour la perte de salaire sur les jours où le salarié n'est pas présent, enfin l'assistant médical n'est pas présent, si on passe par un groupement d'employeurs, comment ça se passe? Eh bien, en fait, on a toujours, lorsque la formation est validée, l'organisme de formation génère un calendrier de Ouais, un formation. calendrier. Ouais. Hein, avec en général c'est 2 jours par semaine, tout dépend des profils, mais c'est à peu près ça, 2 jours par semaine. Et donc, on est capable d'estimer le nombre de jours de formation. Et nous, quand on fait la demande de prise en charge auprès de l'OPCO, on fait, c'était 12 euros par Mhm. jour, on fait 12 euros fois le nombre, ce qui génère un montant, et nous, on le rétribue aux médecins qui utilisent l'assistant médical. Donc vous l'aurez attribué. OK. Oui, Tout est oui, distribué. Sur tout cette est partie. redistribué. OK. Dans les questions qu'on avait, il y en avait une. Alors, du coup, dans les modalités de contractualisation, si on est un nouvel installé, qu'on démarre son activité, est-ce qu'on peut avoir un assistant médical? Est-ce qu'on peut contractualiser, Olivier? Oui, tout à fait, oui. Avec un engagement d'atteindre la moyenne, le P50, hein, la moyenne de la spécialité D'accord. dans les 3 ans. Bah, très bien. Puisqu'on est dans les histoires de contractualisation, qu'est-ce qui se passe si on cesse son activité en cours de contrat? Ah, ça, évidemment, ça rompt le contrat. À tout moment, le contrat peut être rompu, hein. Il y a aucun souci avec ça. Il n'y a pas un engagement pour 5 ans. Bon, le contrat dure 5 ans. Je sais que pour vous-même, hein, par exemple, on a été au-delà des 5 ans maintenant. On est sur la sixième année maintenant. Ouais, c'est ça. Donc ça, 5 ans, c'est contractuel. Pour 5 ans, c'est le temps d'une convention. Ce n'est pas limité. Ça veut dire qu'il faut re-signer un nouveau contrat au-delà des 5 ans après. C'est juste une prolongation qui est à faire. Mais aucun Et donc, si souci on arrête pour cesser l'activité, le il peut contrat. s'arrêter avant. Et Oui, tout si à c'est fait. si c'est en cours d'année, au niveau de la subvention qui a été versée, ça se passe comment? Alors, si on a déjà avancé effectivement l'année, il y aura une proratisation qui va être faite et on va récupérer une partie des fonds qui ont été avancés. Ok. On a là dans les médecins qui sont présents, il y en a un qui disait, nous on est en MSP avec 2 secrétaires. Est-ce qu'on Oui. peut les passer assistante médicale du coup? Oui, tout à fait. Oui, si elles veulent évoluer vers une fonction d'assistante médicale, elles le peuvent tout à fait. Si elles ont bien les diplômes, le niveau baccalauréat requis. Et par contre, il y aura un remplacement à prévoir par un télésecrétariat dans ce cas-là pour ces 2 secrétaires. Et là, Ou vous alors disiez que une vraie j'étais secrétaire, sinon, comme ils le j'étais souhaiteront. resté, Pardon? j'étais resté sur un télésecrétariat, mais vous disiez tout à l'heure que même une plateforme de rendez-vous en ligne, ça marche aussi du coup maintenant, genre Doctolib, Doctolib a été validé, oui. Avec la convention qui a été signée, Doctolib a été validé a priori. même s'il n'y a pas d'accueil téléphonique, si c'est uniquement de l'agenda en ligne. A priori, oui, ils ont validé maintenant cette Ok. possibilité. Mhm. Et alors, quand on dit Doctolib, excusez-moi, je suppose que Maya, c'est pareil, c'est Oui, pas oui, oui. Mais spécifique nous à aussi, Type, Doctolib, type hein, ça. Doctolib, pardon. Type Dix Doctolib. rendez-vous, des choses comme ça, ça marche aussi. Donc. Oui, c'est un agenda en ligne, quoi. Ouais, c'est Des ça, rendez-vous oui. en ligne. Hmm. Et si le Ok. médecin utilise déjà Doctolib ou Maya au quotidien et qui a une assistante médicale, Il faudra il amplifie le contrat qu'il a avec Doctolib pour ok.
remplacer l'activité de la secrétaire qui est devenue assistante médicale. Oui. Ok. Je regarde, oui, on a alors une question, je ne sais pas si Olivier, vous êtes dans les petits papiers, dans les petits secrets de la caisse à ce sujet-là, mais est-ce qu'il y a une révision qui est possible à la hausse en cas d'inflation très importante? Euh, On peut avoir des requêtes parfois enfin, on peut, ça peut amener des dérogations ou du cas par cas, des choses comme ça. Mais bon, là, je peux pas m'engager à quoi que ce soit à ce d'accord, niveau-là. Effectivement, c'est Monsieur Lotman, le directeur de la Caisse de l'Essonne, qui peut signer éventuellement une dérogation, un cas par cas, bien motivé, on va dire. ok. Et dernière question là qui est arrivée pendant qu'on discutait, mais je ne sais pas si vous aurez une grille à nous donner. Peut-être ce sera peut-être plutôt Santé Service qui pourra nous donner. Quel est le Complètement. salaire d'un assistant médical? Nous, on se base sur la convention collective des cabinets médicaux qui a en place sa grille de salaire. Globalement, sur un assistant médical, on est entre 1815 euros brut et 2160 euros brut pour être très précis. Il s'agit de minima, donc il est possible de payer au-delà. Mais en tout cas, c'est ce qu'indique la convention collective qui est retrouvable sur Internet. Bon, je dirais que ça dépend aussi du profil de l'assistante médicale, si elle est plutôt secrétaire ou un profil d'infirmière, évidemment. Bien sûr. C'est pas le même salaire Et non de son plus. niveau d'ancienneté sur son Tout à dernier fait. emploi, bien sûr. Puis on avait une autre question, mais je pense qu'on y a déjà répondu. Peut-on transformer un poste de secrétaire déjà embauché en assistant médical s'il remplit déjà les trois missions? Donc je Oui. pense que la question est oui. La réponse est oui. Oui. Ok. Ok, bah, alors, je crois que j'ai fait le tour des questions qui sont arrivées là, que j'avais regroupées. Donc, bah, on passe la main peut-être au groupement d'employeurs pour nous présenter un peu les services que peuvent proposer un groupement d'employeurs. Alors, quand on avait préparé ce webinaire, moi j'avais demandé effectivement à ce qu'un groupement d'employeurs puisse intervenir parce que quand je discute avec des copains médecins, ceux qui ne sont pas encore passés aux assistants médicaux mais qui sont potentiellement intéressés, le frein c'est la partie gestion RH. Et je me dis qu'effectivement, le groupement d'employeurs peut être une solution. Donc, c'est pour ça que je voulais que vous puissiez intervenir. On ne fait pas intervenir de groupement d'employeurs d'habitude. Et je m'étais dit que ça pourrait être une plus-value pour aujourd'hui. Donc, je vous passe la parole. Bonjour à tous, donc on est intervenu plus ou moins dans l'échange. Donc nous sommes du groupement employeur santé service. Donc moi je suis Karine Retière, je suis DAF au niveau du groupement et je suis accompagnée par Maureen Neuvial qui est en charge de la région Île-de-France. Donc on a essayé de vous faire passer une toute petite présentation qu'on va essayer de faire le plus court possible et puis bien sûr ensuite on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc je partage mon écran. Voilà, vous le voyez tous bien? Super. OK. Donc, on va vous refaire juste un peu l'histoire de ce groupement d'employeurs, nos services. On va aussi vous expliquer la Alors, différence entre un... c'est amputé, je pense, parce que vous devez avoir des éléments qui ne sont pas partagés sur votre écran. Du coup, on a des cubes gris qui viennent Ah, amputés. C'est pas les fenêtres Zoom ou un truc comme ça qui. c'est bizarre ça, parce que Alors, d'habitude, peut-être qu'il n'y a que moi qui avait ça, mais Non, c'est... là, c'est comment? Alors, Ah oui, non, ça le fait regarde en bas toujours. à gauche. faudrait un partage avec, en pleine page, en fait. Ouais, attends, je te le Ouais, fais. on y va. Hop, hop, et ensuite, tac. Non, c'est toujours pas le cas. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que c'est pas les fenêtres Zoom, justement? Oui, totalement. Normalement, si du coup vous les fermez, alors c'est peut-être Et moins c'est pratique pour vous, mais après, fenêtre. vous aurez peut-être pas d'éléments sur cette partie-là de l'écran, mais c'est un peu dommage. Là, vous voyez mieux là? Ouais, c'est mieux. Ok, C'est bon. On va excusez-moi. faire comme ça. Donc, on vous fera une petite différence entre un groupement d'employeurs, un cabinet comptable et une boîte d'intérim. Euh, notre axe de travail aujourd'hui sur les assistants médicaux et le groupement d'employeurs santé-service et les modalités d'adhésion au groupement d'employeurs. Donc, juste pour vous refaire la petite histoire, le groupement employeurs santé-service a été créé en Pays de la Loire à l'origine et à l'initiative de l'Union régionale des médecins libéraux des Pays de la Loire. Il a été créé au départ pour l'exercice coordonné et puis rapidement avec la naissance du métier de l'assistant médical, on a souhaité rendre service aux médecins qui souhaitaient se décharger de cette partie gestion RH. Et donc, nous, on a exclusivement comme domaine d'activité la santé, mais plus particulièrement les professionnels de santé libéraux.
exclusivement. On ne fait pas le salariat de personnel, par exemple, pour l'hôpital. Il y a un an, vous voyez, le 9 novembre 2023, on a souhaité, à la demande des autres unions, des autres régions, rendre ce groupement d'employeurs interrégional. Donc aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, il y a 9 régions partenaires via les unions de médecins. Donc on travaille avec Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Corse, Grand Est, vous bien sûr, Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, le lieu historique. Et les quelques dernières régions, c'est parce qu'ils ont aussi, via les unions de médecins, créé leur propre groupement. Là, depuis 3 ans, on vous le met, nous, on s'est vraiment saisi du poste d'assistant médical et on s'est tout de suite rapproché de tous les acteurs qui sont autour de ce métier-là, c'est-à-dire bien sûr l'assurance maladie pour bien comprendre comment la subvention était accordée aux médecins. On s'est rapproché de l'OPCO pour bien comprendre comment la formation était prise en charge et on s'est rapproché des organismes de formation parce ils ont de l'importance parce que c'est l'organisme de formation qui définit le nombre d'heures que devra suivre l'assistant lors de son cursus, et en fonction de ses diplômes à l'origine, et en fonction de son expérience, et en fonction de son profil, puisqu'on peut partir soit sur un profil soignant, soit sur un profil non soignant. À ce titre-là, je rajoute juste pour la formation sur les profils soignants, on en parlait tout à l'heure de la formation. Aujourd'hui, sur les profils soignants, il est possible de faire la formation en distanciel. C'est un petit point de détail, mais parfois, ça peut faciliter ce temps de formation qui peut être loin du domicile ou loin du cabinet. Donc, le groupement employeur, comme on l'a expliqué, le but, c'est vraiment de décharger un maximum de l'aspect administratif des médecins. On vous explique dans cette slide un peu plus l'offre concrètement que nous proposons. Il y a donc une équipe qui est spécialisée en ressources humaines, que ce soit pour le côté recrutement ou pour le côté gestion administrative, gestion RH, gestion de personnel des cabinets médicaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on garantit la gestion sociale, fiche de paie, coffre-fort numérique pour les bulletins de salaire, la mutuelle et la prévoyance. La mutualisation qui est possible pour un salarié, notamment les assistants médicaux. Si vous contractualisez pour un mi-temps, vous pouvez très bien trouver plus facilement une assistante médicale qui acceptera un temps plein. Et dans ce cas-là, vous divisez avec un confrère en deux mi-temps, tout simplement. Notre équipe spécialisée en ressources humaines s'adapte à tous les besoins, si c'est un besoin en CDD, en CDI, un mi-temps ou un temps plein selon vos besoins. On accompagne vraiment tous nos salariés dans toutes les périodes clés de son contrat, que ce soit au début pour la période d'essai, tout au long du contrat lors des entretiens annuels que nous prévoyons également. Tout ce qui est besoin en formation, on prend le besoin, on trouve le centre de formation adapté et on fait toutes les démarches derrière d'inscription, mais également pour tout ce qui est salaire, revalorisation salariale. Pour finir, le groupement employeur santé-service a un coût de service qui est maîtrisé, ce qui vous permet d'avoir une vue un peu plus annuelle dans une démarche toujours associative et non commerciale. On a décidé de comparer notre service avec un cabinet comptable, une agence d'intérim, parce que c'est ce qui revenait le plus lors de nos échanges avec les professionnels de santé libéraux. Pour remettre dans le contexte, le cabinet comptable, déjà, c'est une société à but lucratif, tout comme l'agence d'intérim. Nous, pour rappel, on est vraiment une association loi 1901, donc à but non lucratif. Le cabinet comptable ne se charge pas du recrutement lorsque vous en avez besoin. L'agence d'intérim, quant à elle, vous fait le recrutement. Le recrutement en intérim, ça va être beaucoup plus sur de la courte durée, du remplacement, mais pas souvent sur des CDI ou sur des projections à long terme. Le groupement employeur, on favorise toujours des CDI, des CDD long terme du moins, et le choix dépendra toujours de l'adhérent, donc du professionnel de santé. C'est lui qui décidera qui est choisi, c'est lui qui a le salarié au quotidien de toute façon sur sa structure. La gestion administrative pour les cabinets comptables, on a souvent une facturation qui se fait à l'acte selon les demandes et les besoins du salarié et du client professionnel de santé. L'agence d'intérim prend en charge la plupart des gestions administratives et le groupement employeur également. Vu qu'il est employeur, il a effectivement toutes ses obligations à garder. Contrairement, c'est ça, au cabinet comptable, qui quand même, la responsabilité reste au médecin qui est lui employeur comparé au groupement employeur. J'ai fait le tour sur ce petit comparatif. Et on en vient au rôle de l'assistant médical. Nous, on vient prendre avec le professionnel de santé son besoin
au niveau notamment des missions. On vient voir ce que l'assistant médical peut faire et ne peut pas faire, en quoi il peut être utile. Grâce à ce besoin qu'on vient identifier, on choisit le profil qui est le plus adapté. Soit un profil soignant lorsqu'on a un peu plus d'accompagnement sur les consultations, ou un profil un peu plus secrétariat lorsque le poste est un peu plus administratif. On vient également identifier les différents temps de formation. Le groupement employeur, comme on l'a dit précédemment, il vient en aide sur le recrutement, mais également sur la gestion administrative. On peut tout à fait imaginer qu'une secrétaire en poste actuellement peut voir son contrat se transférer au sein du groupement employeur et ainsi on prend toutes les démarches de transformation de contrat en assistant médical. Par la suite, on voit l'organisation de la formation selon le centre de formation le plus proche, le plus adapté au profil. Comme Karine l'a expliqué, on a des profils soignants, notamment aides-soignants, qui peuvent faire leur formation en distanciel sur un volume d'heures de 112 heures, ce qui représente environ 3 à 4 mois maximum de formation, donc ce qui est plutôt avantageux. On a également les autres profils qui ne sont pas forcément diplômés dans le médical, qui ont la formation complète de 279 heures, qui revient à peu près à une année complète de formation. Le groupement employeur, il vient signer la convention de formation et s'occupe par la suite, que ce soit avec le centre de formation ou l'OPCO, de toutes les démarches d'inscription, les démarches de financement, et qui vient ensuite vous reverser tout ça à la fin de la formation. Et par la suite, toute la gestion administrative du contrat de travail, la rédaction et la transmission du contrat, la souscription à la mutuelle et la prévoyance, mais également tous les services de santé au travail. Alors voilà, et on va terminer par comment adhérer au groupement d'employeurs, c'est-à-dire si demain vous souhaitez nous solliciter. Donc on vous donnera à la fin, à la toute dernière slide, pardon, le site internet et l'adresse mail si vous souhaitez nous solliciter en direct. Voilà, au niveau du groupement d'employeurs, ce qu'on demande, c'est en deux temps. Premier temps, on demande une adhésion, puisqu'on est une association loi 1901. Donc, vous voyez, le montant de l'adhésion annuelle est de 50 euros. C'est une adhésion de forme, mais ça vous donne aussi le pouvoir de pouvoir participer aux assemblées générales et donc vous participez aux décisions stratégiques du groupement d'employeurs. Vous êtes pleinement associé à notre travail du quotidien. Ensuite, en fonction de l'option que vous souhaitez, soit vous nous dites, eh ben voilà, moi j'aimerais bien que vous me recrutiez un assistant médical, profil aide-soignant, etc. Donc tout le temps de recrutement, toutes les étapes du recrutement, où bien sûr à la fin c'est vous qui choisissez le candidat qui vous correspond, plus tout ce qu'on appelle la déclaration de travail, le contrat de travail, les affiliations mutuelles, etc. Là on est sur un forfait unique à 500 euros pour cette formule-là. Et puis il y avoir la deuxième formule où vous nous dites, eh bien, moi, j'ai une secrétaire, je veux passer en assistante. Donc, pour la partie assistante, ben, maintenant, vous vous occupez de tout. Là, on est sur un forfait à 250 euros. Si vous avez un profil que vous connaissez peut-être dans votre entourage médical. Voilà. Ça, c'est une fois 250 euros. Et on demande toujours une avance dans le compte courant. Pourquoi? Parce qu'on paye nos salaires au compte court du 27 de chaque mois et on ne refacture nos adhérents qu'une quinzaine de jours suivants. Donc, il faudrait que le groupement puisse avance la trésorerie pour tous ces salaires de tous ces salariés. Donc, on demande une avance en compte courant à nos adhérents pour pouvoir payer ce fameux salaire le 27. Et ensuite, la refacturation se fait chaque mois. Donc, on vous refacture au réel le coût global du salaire, ça veut dire le salaire brut plus les charges patronales. Et on y applique, et c'est là que le groupement d'employeurs applique un forfait de gestion. Pour les assistants médicaux, il est de 150 euros par mois, fixe, il ne bouge pas. Après, on vous refacture les notes de frais au réel et toute somme qui pourrait être engagée par le salarié. Et à l'inverse, on vous rétribue tout ce qu'on touche de l'OPCO concernant ce qu'on disait tout à l'heure, la compensation financière pour le temps de travail de la salariée, les 12 euros là, par temps de formation. Tout ça, c'est rétrocédé à notre adhérent. On ne garde pas ces sommes-là. C'est bien pour vous puisque c'est vous qui n'avez pas le salarié pendant son temps de formation. Et bien sûr, on le disait tout à l'heure au niveau de la mutualisation, si deux médecins se partagent un mi-temps un assistant médical, pour nous, il n'y a qu'un salarié. Donc, les coûts que j'ai évoqués ci-dessus sont du coup divisés par deux salariés s'il y a deux utilisateurs d'un assistant médical. C'est par salarié, ce n'est pas par adhérent, sauf la cotisation annuelle.
si je peux me permettre, mais elle est de 50 euros. Et voilà, donc au niveau du groupement employeur santé service, il suffit de taper sur Google groupement employeur santé service. Vous voyez là, on vous a mis la première page du site. Vous avez en haut à droite une petite enveloppe si vous voulez juste faire une demande de contact pour qu'on vous recontacte à titre personnel. Ou vous pouvez sinon faire une demande de recrutement ou en tout cas de sollicitation de groupement en cliquant sur le petit rectangulaire, le petit rectangle pardon, vert. Et pour créer un compte, parce qu'on demande de créer un compte quand on utilise toute la base documentaire, il suffit de rentrer par son RPPS. Vous tapez votre RPPS, nom, prénom, et normalement, on vous a tout de suite identifié. Et sinon, vous avez une adresse mail dédiée pour la région Île-de-France qui est rh.île-de-France, IDF, ge-santéservice.org. Mais sinon, n'hésitez pas à utiliser le site internet en cliquant sur la petite enveloppe. Vous nous faites une demande de contact. En général, sauf le week-end, on vous répond dans les 12 heures maximum. Vraiment, on essaye d'être très réactif. On sait quand vous avez besoin d'une information, il est important de pouvoir être disponible. Donc voilà pour notre présentation qu'on a essayé de vous faire le plus court possible. Il y a visiblement quelques questions. Dans la catégorie d'assistants qui n'étaient pas soignants avant, est-il possible d'embaucher une personne qui n'était pas du tout dans le médical avant, qui faisait totalement autre chose? Les profils qui n'ont pas de diplôme dans le médical, c'est possible lorsqu'ils ont, si je dis pas de bêtises, au minimum un bac. Oui, c'est le minimum à avoir, un bac, pour avoir la formation, tout simplement. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. La formation va être juste beaucoup plus longue avec 279 heures, donc à peu près une année de formation à compter au total. Mais c'est possible. C'est le centre de formation qui valide, hein. C'est-à-dire c'est ni le groupement d'employeurs ni l'assurance maladie qui valide le nombre d'heures de formation, c'est bien le centre de formation où la salariée crée un compte, elle doit envoyer son CV, ses diplômes, etc. Et là, le centre de formation vous donne le nombre d'heures. C'est personne d'autre que le centre de formation qui décide. Et souvent, il prévoit un entretien qui se fait souvent en vidéo avec les salariés pour justement établir un peu leur motivation sur la formation et ainsi clôturer leur inscription. On avait une question sur nos coordonnées qui, du coup, ont été données en dernière page. Si besoin, on peut les redonner. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez. Oui, allez-y, hein, même à l'oral, hein, vous prenez. L'idée, c'est de pouvoir y répondre là maintenant. Secrétaire médical, ça fait partie des profils qui sont non soignants. Globalement, les profils soignants, leur formation est plus courte parce qu'ils vont avoir que les modules secrétariat à faire, qui peuvent donc se faire en distanciel. Sur les profils qui sont non soignants, ils ont justement tous ces modules d'appui à la consultation à réaliser qui, dans ce cas-là, ne peuvent pas se faire en distanciel et donc nécessitent une présence au centre de formation. Donc, secrétaire médical, on était sur à peu près 6 à 7 mois de formation, 2 jours par semaine. Pour revenir en arrière un petit peu, Fabien, excuse-moi, sur une remarque qu'a fait Monsieur Guillard. Bonjour, Monsieur Guillard. On avait beaucoup travaillé ensemble à l'époque du médecin référent. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bonjour. Merci, bonjour. Oui, docteur Dreux, ah oui, 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 tout à fait, oui. Non, mais c'était la question, c'est vous m'avez interpellé tout à l'heure quand vous m'avez dit s'ils ont déjà un processus de rendez-vous en ligne, il va falloir l'augmenter. Alors c'est un peu inquiétant parce que effectivement, nous on a, enfin moi je parle pour mes associés, parce que c'est surtout eux qui vont prendre peut-être des assistants. Et effectivement, cet été, ils se sont mis cet été sur un système de rendez-vous en ligne pour alléger un peu les tâches, quoi. Donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir le dénoncer, le réouvrir, ou il y a des tolérances, ou comment ça se passe, quoi. Bah, nous, on va regarder dans les 6 mois qui précédaient la signature de l'embauche de l'assistant médical, si vous aviez une secrétaire médicale D'accord. ou un dispositif C'est les six existant. mois. C'est les 6 mois qui comptent. C'est les 6 mois qui comptent normalement Ok, en général. ok. Mais c'est important de le savoir parce que voilà, il y a des gens qui ont déjà anticipé peut-être. Ok, merci. La réponse me satisfait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah alors, du coup, c'est moi qui vais continuer. Alors, je vous ai préparé ça fait un peu le listing à l'après-vert, hein, mais de comment ça se passe moi au quotidien avec mon assistante. J'ai listé un petit peu ces tâches. J'essaie de les regrouper par fonction parce que
Effectivement, ça s'est fait. Alors, souvent, moi, la question qu'on me pose, mais un assistant médical, on lui fait faire quoi? Mais en fait, ça dépend beaucoup du médecin, ça dépend comment on fonctionne, ça dépend aussi des locaux qu'on a à sa disposition. Donc, ça dépend un peu de tout ça. Et puis après, c'est vrai que pour le coup, moi, j'étais un des tout premiers signataires de contrat, donc on ne savait pas très bien à l'époque concrètement ce qu'on allait pouvoir faire. On n'avait pas les retours d'expérience des autres. Mais en tout cas, voilà, moi, après 6 ans, voilà un petit peu ce que je lui fais faire. Alors, je vous partage mon écran. Hop. Donc j'espère que vous voyez bien mon écran. C'est bon, vous le voyez mon écran là? Ouais, parfait. Alors du coup, j'ai listé un peu les fonctions. Alors il y a toute une partie de ces tâches qui concernent l'accueil et la relation avec les patients. Je les détaille un petit peu après, hein. Après, il y a l'assistance médicale pendant la consultation, le support aux professionnels, donc moi en l'occurrence, mais c'est vrai qu'elle vient aussi aider un peu mes associés, même si c'est moi qui suis le signataire du contrat, qui suis son employeur. Et puis après, il y a toute la gestion administrative et logistique du cabinet. C'est un peu les 4 grands postes hein, de tâches de ce qu'elle effectue. Alors, il faut savoir qu'en termes organisationnels, elle a son bureau, son ordinateur, sa CPE nominative, ce qui lui permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités connectées à MediPro que moi j'ai. Donc, les déclarations de médecins traitants, les arrêts de travail, les protocoles de soins électroniques, les bons de transport, tout ça, elle peut les faire aussi. Et puis, bah voilà. Donc il y a toutes ces fonctions-là. Alors, la relation avec les patients, bah, ça va être la préparation des consultations. Alors, pas toutes les consultations, mais certaines consultations, notamment les nouveaux patients. Elle va les accueillir, elle va créer le dossier, elle va commencer à recueillir les antécédents, scanner les documents pertinents qui ont été amenés. Le premier entretien avec les patients, alors ça, c'est les patients déjà connus, mais si j'ai pris un petit peu de retard ou si le planning de la journée est un peu chargé, bah, elle va commencer à recevoir les patients, voir un petit peu pourquoi ils viennent, les derniers éléments, les noter dans le dossier. Puis après, moi, je vais arriver pour faire la consultation médicale. Il y a toute l'aide à l'installation hein, pour les personnes âgées et les nourrissons, évidemment. Donc là, c'est plus des consultations en binôme, mais elle va pouvoir les installer. Et puis une fois que la consultation est finie, bah, il va y avoir toute la partie de facturation, les formalités administratives, finaliser un arrêt de travail, imprimer un certain nombre de documents. Le suivi après les rendez-vous. Donc si j'ai prescrit des examens médicaux et que je veux absolument connaître les résultats rapidement, bah, elle va rappeler les patients, s'assurer que les examens ont été effectués et puis me communiquer les résultats. Et puis, prendre des nouvelles sur l'évolution des patients qui sont un petit peu limites, qui sont un peu fragiles. Elle va rappeler pour prendre des nouvelles sur l'évolution de leur état de santé, comment ça va. Donc, s'assurer que les choses évoluent correctement. Après, il y a toute la finalisation des dossiers MDPH. Donc, moi, je m'occupe par exemple de la partie purement médicale. Et puis, elle va finaliser la partie autonomie, se laver, les tâches ménagères, ces choses-là. Bah, la gestion administrative, hein, c'est les protocoles de soins électroniques, c'est les bons de transport. Donc, moi, je les vois même plus, hein, les patients pour les bons de transport. Elle reçoit la demande, elle rédige les bons de transport et elle leur communique. Et puis, elle m'aide à la tenue des dossiers médicaux. Donc, quand on reçoit les examens au fur et à mesure, elle alimente les dossiers médicaux. Pendant les consultations, elle prend les notes si elle est présente pendant la consultation. La finalisation de la consultation, ça, j'en ai parlé, les documents administratifs. Alors après, ça, Arnaud, vas-y, si tu veux intervenir. Oui, enfin, je voulais te laisser finir, c'est pas grave. En fait, juste, je voulais rectifier par rapport à la CPE. Moi, j'ai une CPE aussi pour mes internes. Ils n'ont pas accès du tout au téléservice médecin traitant ni arrêt de travail en ligne. Donc, je pense que tu as un autre Non, procédé. non. Alors, en fait, quand elle a une CPE, Ah, une et nominative. elle est nominative, Ah, voilà, exact. c'est ça. Ah, ouais, c'est ça la Et différence. Ouais, c'est ça. c'est ça, tout à fait. Ouais, Alors, les ouais. internes aussi, ils ont une CPE nominative, mais elle, quand je fais la demande pour qu'elle ait une CPE, donc c'est effectivement une CPE nominative, et après, sur mon espace Amélie Pro, j'ai créé une délégation, et Obligation, voilà. il y a une Hmm. catégorie assistant médical dans les délégations Amélie Pro qui donne tous ces accès-là, en fait. Ok. Alors, sur la consultation en elle-même, on ne fait pas forcément toutes nos consultations ensemble, hein, ça dépend un peu de l'organisation de la journée. Mais lorsque on est présents tous les deux en consultation, bah, elle va m'aider sur la réalisation des examens, comme par exemple les électrocardiogrammes. Alors, effectivement, comme l'a dit M. Guillard, ils peuvent pas faire tous les examens, par exemple l'électrocardiogramme, spirométrie, en autonomie si ce n'est pas du matériel automatisé, ce qui n'est pas mon cas, hein. Moi, je n'ai pas du matériel automatisé, mais elle va préparer le patient, elle va mettre les patchs, elle va mettre les électrodes. Et puis, moi, je viens vérifier que tout est branché comme il faut. Et puis là, on fait les examens, on fait l'examen. Pareil pour la spirométrie, elle va installer le patient, elle va lui expliquer comment ça va se passer.
Puis après, moi, je viens pour la réalisation de la spirométrie. Pendant la consultation, elle va m'aider sur la prise de notes, sur la rédaction des documents, l'accompagnement du patient. Donc, le peser, voilà, prendre la tension avec le tensiomètre automatique. Alors après, sur l'aide au quotidien, sur plus l'organisationnel, bah, quand on a les nouveaux internes et les remplaçants, donc forcément c'est moi qui encadre les internes, mais il y a toujours un temps d'appropriation du logiciel. Donc elle, c'est quelque chose qu'elle va pouvoir faire aussi avec les remplaçants, donc leur expliquer comment fonctionne le logiciel. C'est eux qui viennent chercher s'il y a une difficulté à réaliser un arrêt de travail parce qu'ils ne savent pas comment on fait, ils ne se rappellent plus où sont les codes, toutes ces choses-là. Bah, sur les tâches, les démarches administratives, effectivement, leur expliquer comment l'arrêt de travail en ligne on le fait, le protocole de soins électroniques, les bons de transport, enfin tout ça on en a déjà parlé. Le fonctionnement du cabinet, l'assistance administrative, ça c'est plus pour nous. Ça va être par exemple les contacts avec le cabinet comptable, les contacts avec la mairie dont on est le bailleur, dont on est locataire. Donc tout ça, c'est elle qui s'en occupe. Moi, je m'en occupe pas du tout. Les contrats de remplacement, c'est pareil, c'est elle qui les rédige, qui les envoie au Conseil de l'ordre. Donc tout ça, ce sont des tâches que je lui ai confiées. Et puis après, il y a la gestion avec bah, la société de ménage, avec l'agenda en ligne, avec la plateforme téléphonique. Donc ça, c'est pareil, c'est elle qui fait le lien. S'il y a des changements à faire sur la programmation de l'agenda en ligne, c'est elle qui s'en occupe avec Doctolib. Si, il y a des choses à ajuster avec le fonctionnement de la plateforme téléphonique, c'est elle qui s'en occupe. Donc tout ça, ce sont des choses que je lui ai déléguées. Et puis évidemment, le suivi des stocks et des consommables du cabinet, les draps d'examen, les embouts d'autoscope, enfin tout ça, c'est elle qui s'en occupe. Les plannings, alors c'est pas elle qui prend les rendez-vous, hein, on a une plateforme téléphonique en ligne, mais s'il y a déjà des ajustements à faire pour la présence des uns et des autres, un interne qui peut pas être là un jour ou moi qui ai des rendez-vous à déplacer, bah, c'est elle qui va s'en occuper. S'il y a des choses à ajuster, si elle s'aperçoit qu'il y a deux rendez-vous qui ont été mis de façon trop proche et qui vont prendre du temps, elle va les décaler pour ajouter un peu de temps sur le rendez-vous. Elle va basculer un patient sur le planning du collègue. Tout ça, c'est elle qui a l'œil sur les plannings. Moi, je m'en occupe pas du tout. Et c'est elle aussi qui a qui gère les demandes de patients, les messages que laisse la plateforme téléphonique pour les patients. C'est elle qui en prend connaissance et qui s'occupe d'y répondre ou de nous les renvoyer si c'est des choses qui nécessitent notre intervention. Puis après, il y a toute la gestion des documents, des courriers, des examens médicaux qu'elle reçoit et qu'elle archive. Voilà un petit peu ce que moi, je lui fais faire au quotidien dans mon cabinet. Oh, il est 13h55. Est-ce que vous avez quelques dernières questions? Oui, excusez-moi, moi j'ai une question, docteur Joly. Oui. Je reviens sur un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois, mais il faut juste clarifier les choses. Enfin, nous, on a une des secrétaires sur place, plus Doctolib avec prise en ligne, et enfin depuis plusieurs années. Et concernant l'éventuelle transformation d'un contrat de secrétaire en assistante médicale, avec Doctolib en plus, voilà, je voulais clarifier pour savoir si c'était faisable ou pas, parce que tout à l'heure on a parlé de 6 mois, j'ai pas très bien compris. Ah, il faut simplement compenser l'emploi de la secrétaire qui devient assistante médicale. Après, la question des 6 mois, c'est simplement qu'effectivement, on va regarder au moment de l'embauche, dans les 6 mois qui précédaient, si la secrétaire était en poste. Si ça remonte à plus de 6 mois, eh bien, on ne va pas exiger le remplacement de l'emploi de la secrétaire puisque cela excède 6 mois. Simplement ça. D'accord, donc en pratique, enfin, pour notre cas, on peut potentiellement enfin, faire une modification de contrat avec la Tout à fait. formation évidemment, qui va avec, en ayant Doctolib en plus, c'est ça, hein? Voilà. Alors, si vous avez déjà Doctolib plus une secrétaire, il faut compenser effectivement, peut-être prendre un contrat supérieur avec Doctolib qui compensera l'activité de la secrétaire qui disparaît. D'accord, bah, d'augmenter le contrat avec Doctolib, je ne sais pas quelle est la possibilité, parce que enfin, un contrat, c'est pris en ligne. Enfin, j'ai l'impression que oui, Après, enfin, c'est pas tout ça, enfin, c'est pas hyper clair. Enfin, hyper clair. Bon, parce que augmenter le contrat avec Doctolib, je ne sais pas si c'est faisable, mais ce serait oui, à discuter avec votre délégué de l'assurance maladie dans ce ouais, cas-là, d'accord. mais voir dans le détail ce qui pourrait être fait, mais c'est très largement assoupli dorénavant, hein. D'accord, Effectivement. ok, très bien, merci.
Arnaud, t'as une question? Oui, moi c'était plutôt au groupement d'employeurs. Je voulais savoir au niveau vous occupez aussi du RGPD avec l'employé notamment puisqu'il faut comme elle a accès à des données quand même qui sont confidentielles, informatiques, elle est censée signer une charte RGPD et je voulais savoir si vous occupiez de ça ou c'est à notre charge. Bah, en tout cas, dans le contrat de travail, il y a une clause de confidentialité. Après, est-ce qu'on appelle ça forcément RGPD? Je ne sais pas si on appelle ça forcément RGPD, mais en tout cas, elle a une clause de confidentialité dans son contrat. Alors Ça, normalement, j'en- c'est deux choses différentes, la RGPD et la confidentialité, puisque les RGPD, on est vraiment dans les données informatiques, type les mails et tout ce qui est adresse et tout. Ouais, bah, Je sais que on a la même problématique avec les gens qui font le ménage au cabinet, quoi, hein. On est obligé normalement de leur faire signer une charte RGPD. ouais, alors on peut mettre, faut le vérifier avec l'équipe RH, mais RGPD, pour l'avoir moins fait sur d'autres structures, c'est des démarches. Donc après, on peut faire un document RGPD qu'on appelle charte RGPD de non-diffusion, etc., etc. Ça me semble pas trop être un problème, mais parce que le RGPD, en fait, c'est pas un agrément ou quoi que ce soit, c'est une démarche RGPD pour vos données confidentielles de patients, etc., etc. Faut juste que je revoie avec l'équipe RH, mais pour moi, c'était dans le contrat de travail. Voilà. Il y avait Tu une vois une question qui est question? arrivée entre-temps de Laurence qui nous demande si une secrétaire en CDD peut être embauchée en tant qu'assistante médicale. Oui, je suis Laurence Je pense que la Carrier. question qui est derrière, c'est le remplacement du poste, en fait, c'est Voilà, c'est ça? ça. On a deux secrétaires, une qui est là depuis longtemps en CDI et une qui est en CDD, dont le CDD va être arrêté en février et probablement un licenciement consensuel de la secrétaire qu'elle remplaçait. Peut-on la remplacer directement enfin l'embaucher en assistant médical? On voudrait la garder. Ouais, et toujours cette question du remplacement de son emploi, si ça fait moins de 6 mois qu'elle a été licenciée ou qu'elle a quitté son poste, effectivement. Y compris si c'était sur un CDD, du coup. Voilà, il faudrait attendre 6 mois pour que Mm. on n'ait pas Que à, ce soit à considéré comme remplacer une son nouvelle emploi. embauche et pas comme un remplacement, en fait. Voilà, tout à fait. Changement de poste. D'accord. Oh là là. C'est vrai que cette On va La histoire de, réponse fermer. convient pas à Laurence. cette histoire de six On mois, est une MSP dans le Tarteret de Corbeil. On vous annonce notre retrait. On va tout fermer là. Ouais. Je suis non, mais désolée. c'est vrai que cette histoire de 6 mois, Monsieur Guillard, excusez-moi, je croyais avoir compris, mais moi, je vous posais Mm. la question de savoir si le contrat pris pour le rendez-vous en ligne, lui, avait été récent, quoi. Ben, la secrétaire est ancienne, mais le contrat est récent. Est-ce que ça marche aussi? Le contrat est récent. La secrétaire est embauchée depuis longtemps, d'accord? Oui, oui, Mais oui. récemment, il y a eu un contrat pris en ligne voilà, pour alléger, on va dire, quelque part, le travail de la secrétaire. Et donc, si vous voulez, le passage de la secrétaire en assistante viendrait en postérieur. Donc, ça marche aussi, ce système-là ou pas? Oui, 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 ça non, marche aussi. oui, tout à fait, oui, oui. D'accord. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que disait Laurence. Enfin, moi, le conseil que j'ai quand même envie de donner, c'est d'envoyer un courrier un peu circonstancié à la caisse pour expliquer la situation et demander éventuellement peut-être une dérogation ou Ouais. parce que, enfin, la situation, elle est quand même manifestement un peu particulière. Enfin, elle a vraiment On peut été rentrer dans harcelée. la dérogation et du cas par cas, hein, effectivement, C'est ça. avec Ouais. Monsieur Lotman qui rendra un avis. On Enfin, le ça vaut fait le coup, remonter au quoi, demander. directeur, oui, tout à C'est fait. non, quoi, mais ça. Mais voilà, il faut le préparer en amont et il faut en être sûr avant d'engager la personne, effectivement. Tout à fait. Ouais. Mm, mm. Je vais juste devoir vous laisser, par contre, hein, j'ai un Ouais. impératif professionnel. Bah, merci beaucoup, hein, Olivier, pour votre présentation et votre intervention. Oui, bah, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur Guillard avait une réunion juste derrière qui était à 14 heures. Donc, est-ce que, avant qu'on se quitte, vous avez d'autres questions les uns et les autres?
A priori, non. Ben, moi, je vous remercie tous. Merci à Santé, au groupement d'employeurs Santé Service, d'être intervenu. C'était chouette. Je pense que c'était hyper intéressant pour beaucoup de Oui, monde. Ça peut être une oui. solution. Et puis, merci à tous pour votre présence et vos questions. Merci. Bon Merci beaucoup. après-midi. Merci. Merci. Merci à Au toi, Fabien. revoir. À Au bientôt. revoir.